Au regard du constat que le président de la République fait de FARDC, l'état de siège est-il un échec? Y a-t-il une autre solution pour imposer la paix à l'est du pays? Élection 2023, 12 des 18 innovations de la proposition de loi de G13 a été rejetée. De bon augure pour les élections transparentes en 2023. Le débat au féminin reçoit ce samedi 13h30 après les infos Madame Anne-Marie Makombo, présidente interfédérale de la LIDEC, et Maître Arlette Odia, CEDU PPRD. On ne peut pas continuer à compter des morts, principalement à l'est de la RDC, comme si nous étions incapables de défendre ceux qui sont lâchement assassinés. Ces propos sont du président de la République, tenus le jeudi dernier lors de l'ouverture du séminaire sur l'éthique et la déontologie militaire au sein des FARDC, et d'ajouter soit notre armée est incapable, soit ces Codeco, conglomérats des malfaiteurs, bénéficient des complicités de nos officiers. C'est inacceptable, va lâcher Félix Tshisekedi. Alors, au regard de ce combat ou de ce constat, pourrions-nous dire que l'état de siège est un échec? Si c'est le cas, quelle autre solution dispose le gouvernement, l'État congolais, pour imposer et assurer une paix durable à l'est du pays? Toujours le même jeudi, en tout cas le jeudi dernier, l'Assemblée nationale a levé les options autour de 18 thématiques contenues dans la loi électorale. Autant dire que la femme n'a pas trouvé gain de cause. La contrainte parité n'a pas été retenue. Elle peut toutefois, cette femme, se consoler avec l'élection de 3 d'entre elles à la tête de 3 provinces. Une première, diront certains, alors de bon augure pour booster la représentativité de la femme lors de prochaines élections. Vous suivez la Radio Top Congo, c'est le débat au féminin. Nous débattons de 3 sujets. Nous tenterons d'analyser donc ces 3 sujets avec 2 femmes que j'ai le plaisir de recevoir cet après-midi. Madame Anne-Marie Makombo, vice-présidente de la LIDEC. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Odia. Et également Arlette Odia, CEDUC PPRD. Oui, CEDUC PPRD. Oui, merci. Je disais CEDUC PPRD. Je veux rester avec vous, Arlette Odia. Vous avez fait parler de vous, en tout cas, il y a une semaine de cela, à cause de, pas de votre adhésion, mais de la filiation de votre regroupement au PPRD. On dit, ça y est, les masques tombent, hein? Vous en avez mis du temps, Madame Odia. Oui, parce qu'il fallait mûrir la réflexion. Nous avions observé au sein de la population. Nous avons lu tout simplement la déception de cette population à l'endroit de ceux qui aujourd'hui dirigent la République. La conséquence était que il fallait rejoindre l'opposition politique. Et face à nous, il y avait 2 choix. Soit rejoindre le PPRD, soit décider, parce que c'est ça, les 2 partis phares de l'opposition politique. Et au regard des éléments en présence, nous avons opté pour la ligne du président Joseph Kabila. Non, la ligne du secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadari. Bon, comme vous voulez, c'est lui qui est le secrétaire permanent. C'est lui qui vous a coopté, c'est lui qui vous a un peu boosté, convaincu d'ailleurs à venir. Ce qui nous amène au PPRD, comme je vous l'ai dit, c'est la vision de Joseph Kabila. Il s'est fait qu'en 2018, elle a été portée par Emmanuel Ramazani Shadari à la candidature à l'élection présidentielle. Mais si Joseph Kabila lui fait confiance, comment voulez-vous que nous qui avions opté pour cette vision ne puissions pas lui faire confiance? Donc, les circonstances n'ayant pas changé, la position ne peut pas changer quant à elle. On va rester un peu avec Arlette Odia qui a fait, parce qu'on disait tout au début de cette émission, vous avez été avec Vidi Chimanga à un certain moment, et donc dans l'Union Sacrée, vous avez tellement fustigé l'action de l'ancien président Joseph Kabila qu'aujourd'hui, on s'étonne de vous entendre librement tombent. Excusez-moi, c'est pas Arlette Odia qui va nous dire aujourd'hui qu'il adhère à la vision de Joseph Kabila que vous avez vraiment, j'allais pas dire traité de tous les noms, mais dont les actions ont été remises en cause par vous. Non, je ne pense pas que cela soit vrai. Il faut d'abord commencer par rappeler, je le rappelle, que je m'engage en politique en 2018, pas avant, et en 2018, on est en collaboration avec le FCC.
parce que, étant membre d'un parti allié à l'UDPS, nous étions en coalition. Et au moment où la coalition s'est rompue, avec la création de l'Union sacrée, moi-même, j'ai pris mes distances aussi bien avec le président Tshisekedi que le président Kabila. S'il faut dire que, à quelques moments, je m'étais opposée à certains points de vue de la famille politique du président Kabila, bien sûr que c'est en démocratie. On peut pas forcément être d'accord sur tous les points. Ah ouais, mais ces revirements-là, ça, 360 degrés, c'est même pas 180, Madame Oudia. Ouais, mais non, ce n'est pas. Ça risque de créer encore une sorte de réticence. Les gens risquent de ne plus croire aux politiques. Voilà, c'est aussi ça. Non, il faut ici rappeler que nous sommes attachés à une vision. C'est même pour cela que j'avais commencé par rejoindre les camps politiques du président Tshisekedi, parce que j'y avais cru. Étant juriste, de par ma formation, je connais ce que c'est l'importance des textes, ce que c'est l'importance de la Constitution dans une république. Je ne peux pas accompagner une démarche de violation de la loi, de violation de la Constitution, surtout lorsqu'elle est faite dans le sens de justifier un positionnement politique. C'est la raison qui avait fait que je m'écarte de cette ligne qui ne me convainquait plus. Je suis allée au sein de la société civile avec plaisir. Mais vous savez ce que c'est le rôle de la société civile. C'est porter les aspirations du peuple congolais. Vous donner un peu de temps pour essayer de travailler. Non, du tout. Vous saviez vraiment ce que vous vouliez, c'était faire de la politique active. Non. Ma préoccupation première était tout simplement de porter la voix des Congolais et de chaque fois présenter leurs problèmes auprès des dirigeants. Mais aujourd'hui, il se dégage que ces dirigeants ne veulent plus apporter la solution au problème des Congolais. La logique la plus simple, c'est de militer cette fois-là pour l'alternance aux prochaines élections. Ouais, certains risquent de dire, vous auriez dû faire ça un peu plus tôt. Non, mais qui pouvait vous aurait penser... épargné tout ça, des allers-retours, mais qui pouvait penser... société civile, parti politique, vision, vous auriez dû faire ça un peu plus tôt. Mais personne n'avait vu venir les changements des positions du président Tshisekedi avec les membres de sa famille politique. C'est lui qui n'est pas resté constant dans sa démarche pour améliorer les conditions sociales des Congolais. C'est son changement des positions qui aujourd'hui justifie les changements de posture de nous autres. Et cela s'explique. Le plus important, c'est que dans les jours à venir, les Congolais comprendront, parce qu'ils le comprennent déjà, l'essence de notre choix. Et notre choix est celui de rejoindre l'opposition pour qu'ensemble, nous puissions travailler en vue de l'alternance aux prochaines élections. On a un peu pris beaucoup plus de temps avec vous parce que oui, vous avez quand même fait parler de vous, Madame Arlette Odia, mais vous n'êtes pas seule sur ce plateau. Nous sommes avec Madame Anne-Marie Makombo, vice-présidente de la LIDEC. Quand vous entendez Madame Arlette Odia, qu'est-ce que cela vous inspire? Je suis présidente interfédérale, voilà. Alors, quand vous entendez Madame Odia donner un peu ses raisons, pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila, pourquoi j'ai choisi Emmanuel Ramazani Shadari, qu'est-ce que cela vous inspire? Je dirais que c'est de son droit. Nous sommes en démocratie, mais disons que on n'est pas d'accord avec le président Tshisekedi. Ok, ça peut se comprendre, mais de là aller rejoindre un camp que tout le monde avait fustigé, avait voulu, avait demandé à corps et à écrit le changement, où il y a eu beaucoup de morts pour que nous puissions avoir ce changement, le terme exact c'est soit. Pour avoir ce changement, il y a eu des Congolais qui ont laissé leur vie, qui ont perdu leur vie. Donc, de là aller rejoindre ça, j'avoue que ça me perturbe un peu parce que j'aurais mieux compris si j'avais entendu que, ok, on rejoint l'opposition, mais on va faire une opposition avec certaines personnes qui n'ont pas encore eu à gérer ce pays, que on ne sait pas encore. On espère que une fois qu'ils seront à la tête du pays, ils feront mieux. Ça peut se comprendre. Mais quelqu'un qui a passé 18 ans dans ce pays où rien ne nous a convaincus, pratiquement rien. Ce que nous sommes en train de déplorer ici,
je rentre peut-être dans le sujet, les massacres à l'Est. C'est plus de 2 décennies que ça dure. C'est plus de 2 décennies que ça dure. Et et pendant la période de l'ex-président, on n'a pas vu ce qu'on a pu faire. Et la crise dans le pays, effectivement, elle s'intensifie, mais nous avions toujours la crise dans ce pays. Les gens ont pleuré dans ce pays avec l'ancien régime. Alors je ne vois pas ce qu'on n'a pas pu faire en 18 ans, ce qu'on pourra encore faire de mieux si on a le pouvoir, si on reprend le pouvoir. Je ne vois pas. Vous entendez, les gens sont aussi abasourdis, Madame Odia. C'est-à-dire, vous avez commencé à justifier la mort de Rossi Mukendi, de Thérèse Kapangala, de tous ces martyrs-là, entre guillemets, de la démocratie qu'on présente. C'est pas une lourde charge pour vous. Est-ce que vous aviez besoin de ça? Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, le bilan de Joseph Kabila et de sa famille politique, vous avez commencé à le justifier aussi. Mais à l'endosser, vous endossez le bilan de Joseph Kabila. Mais est-ce qu'il est question de justifier le passé? En tout cas, d'endosser Moi, je pense qu'il est plus question de construire l'avenir. Et quand vous dites que ceux qui hier étaient au pouvoir ne peuvent plus revenir au pouvoir, ça veut dire que vous tuez la démocratie. C'est là n'est pas normal. Dans un pays, il y a une majorité, il y a une opposition. Et quand on parle de l'alternance, c'est ça justement la rotation entre ceux qui hier étaient au pouvoir, ils viennent au pouvoir, ils viennent à la majorité, ceux qui étaient à la majorité, revenir dans l'opposition, opposition et majorité, vice versa. Ce n'est pas logique que les gens veulent toujours juger les gens sur leurs choix. Quand vous faites vos choix, on ne vous juge pas. Respectez celui des autres. Nous sommes focus sur par rapport à vos précédents choix. Je peux dire, vous dénonciez quand même la mort de Rossi Mukendi. On va pas parler de meurtre ici, de Thérèse Kapangala, la mort, tous ces abus-là un peu excessifs. Vous l'avez dénoncé. Aujourd'hui, les gens se posent la question: comment vous vous retrouvez maintenant dans le camp à qui on impute toutes ces choses-là? C'est incompréhensible pour Je vous réponds en 2 mots, Madame Élysée. Premièrement, je peux comprendre les questionnements des compatriotes et je serai toujours là pour répondre à leurs préoccupations, mais pas celui d'un acteur politique. Vous avez plusieurs fois, ils sont nombreux à avoir travaillé avec Joseph Kabila avant, et aujourd'hui ils sont avec Tshisekedi. Demain ils reviendront avec Kabila parce qu'il reviendra au pouvoir avec sa famille politique, pas forcément par lui-même, parce que pour nous l'essentiel c'est que c'est soit une vision de développement qui soit à la tête du pays. Mais ensuite, il faut dire que dans le passé de notre pays, l'opposition d'hier a une responsabilité. Cette opposition qui envoyait les paisibles citoyens s'affronter aux policiers. Vous avez vu que depuis le PPRD, depuis que Joseph Kabila est dans l'opposition, comment les marches se font? Il y a eu une marche le 13 novembre 2021. On n'a pas dénombré. Non, madame. Ça commence d'abord par la responsabilité des manifestants. Les manifestants qui viennent en route, tout en sachant qu'ils viennent tout simplement s'exprimer pour faire entendre leur voix, sans armes blanches, sans intention de faire du mal aux policiers. Ben la conséquence c'est que il n'y aura pas de mort, contrairement à l'opposition d'hier qui déjà disait que policiers civils sur le Torobanga été, c'est déjà mettre la jeunesse du pays en affront avec la police. Les conséquences, c'est celles-là que nous avons déplorées, les morts de nos compatriotes, et ça, c'est à regretter. Nous sommes sur une autre lancée, c'est celle de convaincre les Congolais sur l'importance de la vision de développement qui aujourd'hui est portée par l'opposition, mais que l'on ne sait pas retrouver dans les rangs de ceux qui nous dirigent. Madame Anne-Marie Makombo, on va commencer à entrer là, on parlait de ce qui se passe un peu entre acteurs politiques. Ça ne se passe pas qu'avec les hommes, même entre les femmes. On peut se voir qu'une femme peut quitter un parti, rejoindre un autre. Il paraît que c'est ça qu'on appelle le dynamisme politique en RDC. On revient sur notre premier sujet, c'est ces massacres, la guerre à l'est du pays, ça n'en finit pas.
quand on entend ce qui s'apparente à un réquisitoire quand même du président de la République contre les FARDC, est-ce qu'on peut se dire que le chef de l'État a fait le constat de l'échec de l'état de siège? Bon, je dirais que c'est pas un échec. Pourquoi c'est pas un échec? Bien qu'on aurait voulu que ça marche mieux, tout simplement parce que on semble oublier que cette guerre à l'Est, ça date de plus de 2 décennies. Donc, ça date de vraiment longtemps. Et aujourd'hui, le constat que le chef d'État est en train de faire, n'eût été l'état de siège, on n'allait pas faire ce constat-là. Constater maintenant qu'il y a des infiltrés dans l'armée congolaise. Là, ça fait des années qu'on le dit, hein. Ça se Non, dit, on ne l'affirmait pas comme ça. Vous pouviez jamais voir officiellement qu'on le dise. Maintenant, on peut le dire. On peut le dire qu'il y a des infiltrés dans l'armée congolaise à l'Est, ceux qui utilisaient cette guerre pour des fins, pour s'enrichir dans leur pays, ne voulaient jamais avouer. Quand on leur donnait des faits, ils ne voulaient jamais l'accepter. Maintenant, il y a des faits où on peut plus renier grâce à cet état de siège. Parce que ça les a mis aussi en mal dans leur économie, dans leur pays. Et les pistes d'atterrissage qu'ils avaient aménagées, il y avait plein de pistes d'atterrissage à l'Est pour venir prendre nos minerais. Maintenant, ils sont en difficulté pour pouvoir opérer. L'armée congolaise, maintenant, nous sommes arrivés vraiment à ce constat qu'il faut donc faire un nettoyage. Et maintenant, on le dit haut et fort que même il y a des Congolais, donc des infiltrés dans l'armée congolaise, donc des acteurs qui sont en train d'alimenter cette guerre. Il y a eu d'ailleurs le président de l'Assemblée nationale qui l'a dit carrément haut et fort. Quitter les groupes armés. Voilà. Tout ça, c'est... S'adressant aux députés nationaux, voilà. en tout cas. Tout ça les a mis à nu, voilà. Ce sont des choses qu'on murmurait avant, mais maintenant, tout ça les a mis à nu. Grâce à l'état de siège. Grâce à l'état de siège. Et je dirais que état de siège, oui, qu'on continue, mais à une condition. À une condition, on a fait tout ce constat-là. Maintenant, il faut prendre des décisions vraiment drastiques. Il faut vraiment balayer. Mais ça fait Il faut maintenant suivre pas à pas que l'argent qu'on donne pour les militaires arrive réellement aux militaires. Mais ça, on le savait, certains se disent... On le savait, mais ça n'arrivait pas. Mais ça n'arrivait toujours pas. On se rappelle de l'époque de Monzito, madame, on parlait déjà de cette problématique. Sans agir. Et alors, certains se disaient, ou continuent de se dire, on pensait qu'avec l'arrivée de l'actuel pouvoir, l'heure n'était plus au constat. L'heure était à l'action. Ça fait 3 ans que l'actuel président est là. On est encore dans des constats. Pourquoi il n'y a pas l'action? Hélas, oui, je déplore ça aussi, moi. Je déplore. Le président voulait peut-être tâter, lui-même constater les faits. Il avait peut-être des doutes parce que j'ai lu un de ses interviews qu'il disait que il savait qu'il y avait la corruption au Congo, mais il savait pas à ce niveau-là. Donc, il découvrait l'ampleur. Anne-Marie Makombo, je savais que ça avait cette ampleur-là. Mais le président ne le savait pas. Maintenant, il vient de le constater. Ce que nous attendons de lui, c'est de prendre des décisions. Nous voyons par exemple, dernièrement au Parlement, le Parlement européen, on a vu qu'il y a des pots de vin qui circulent au Parlement européen. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des décisions, on va sanctionner, on va chasser certains députés. Mais le problème chez nous, c'est que c'est lent. Les choses sont lentes. On trouve toujours des circonstances atténuantes aux grands voleurs, aux grands détourneurs, aux grands saboteurs. C'est ça que je demande au président Tshisekedi, d'être plus dur. Qu'on balaye la justice, mettre des gens vraiment honnêtes, intègres, qui proclament, qui pratiquent réellement la justice. Sans la justice, même dans ces pays européens là,
Sans la justice, les gens vont faire n'importe quoi. Qu'est-ce qui tient en laisse surtout les hommes politiques, les hommes d'affaires? C'est vraiment la justice. Quand il n'y a pas la justice, c'est le désordre total. Et c'est ce qui se passe au Congo. La justice n'est pas encore au rendez-vous. Ça, je suis désolée, la justice n'est pas encore au rendez-vous. Nous avons un cas, bon, nous en parlerons peut-être, du juge, du président de la Cour constitutionnelle. Vous voyez bien, on croyait vraiment, moi personnellement, je croyais aussi que, bon, on avait trouvé la poule aux œufs d'or. Mais c'est pas le cas, c'est pas le cas. Et rien ne le reprocher, en tout cas, quand les gens ne sentent pas, je fais ceci, je serai puni, je paierai à la mesure de ma faute, mais les gens ont tendance à faire du n'importe quoi. Anne-Marie Makombo reste un peu dans cette situation à l'est de la République. Le président ou le gouvernement actuellement parle de plus en plus des Codeco, de moins en moins de troupes étrangères, voire pas du tout. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la sécurité à l'est, c'est désormais une affaire congolo-congolaise, parce qu'on n'entend plus parler des troupes étrangères ou d'armées étrangères qui infiltrent le pays, donc c'est redevenu carrément une affaire congolo-congolaise. Moi personnellement, si les Congolais étaient des vrais patriotes, travaillaient réellement pour leur pays, aimaient leurs frères, cette guerre, on en parlerait maintenant au passé. Et si cette guerre persiste, c'est parce que nous, il y a des Congolais qui prêtent la main à ça. À l'époque, on avait tendance à critiquer certaines personnes, à dire oui, ce sont des étrangers, C'est parce que les Congolais, nous venons appuyer ça et ils ont la force ou quoi pour continuer. C'est pour ça qu'il y a le désordre dans le pays. Donc, effectivement, nous devons mettre de l'ordre d'abord entre nous. Nous devons mettre de l'ordre. Et ça, je suis désolée. Moi, je ne fais pas du jalélisme. Je suis de l'union sacrée, mais quand mon camp a tort, je dis il a tort. Ce côté-là, dans notre camp, les choses sont un peu trop faibles. On doit être plus musclé pour que les choses puissent aller mieux. Voilà. Pour que les choses puissent aller mieux, Arlette Odia, on se retrouve là. Je parlais du réquisitoire, le président, voilà, qui tape un peu sur les militaires, les FARDC. Voilà, ils sont corrompus, ils sont des mèches avec les groupes armés. C'est un constat d'échec. Et est-ce que ce conflit à l'est du pays, c'est désormais un problème juste entre Congolais, Congolo-Congolaises? Nous sommes partis d'un constat. Quand je parle de nous, c'est le CEDUC, la structure, le mouvement politique que je préside. Nous partons du constat que le président Tshisekedi arrive au pouvoir sans un programme de gouvernance, sans un projet politique, sans avoir défini ses priorités. La situation de la guerre à l'Est, Madame Anne-Marie en a parlé, ça date d'il y a des décennies. Ça veut dire que quand il arrivait au pouvoir, il devrait savoir ce qu'il attendait faire pour résorber cette crise. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Et nous sommes allés des tâtonnements en tâtonnements. Et après les tâtonnements, vous savez que ce qui arrive. Ce sont des constats malheureux. C'est les boucs émissaires, voilà. Il y a des complices. Il y a l'inefficacité de nos forces armées, ce qui est aussi possible. Mais après avoir dénombré ou décrié la complicité, et le courage de citer ces personnes, de les identifier, de les mettre finalement hors état de nuire. Tout a commencé aussi avec le président de l'Assemblée nationale. On se souvient qu'il a dit qu'il y avait des complices au sein de notre, aussi bien la classe politique, les communautés locales, les éléments des FARDC de la police. Le président Tshisekedi revient sur la même chose. Mais à quand ces complices seront identifiés et mis hors état de nuire? Si jusqu'à ce moment, il n'arrive pas à les identifier, alors il doit reconnaître leur inefficacité à pouvoir trouver la solution et comprendre la position de ceux qui pensent qu'ils doivent partir en 2023. C'est un peu ce que nous pensons sur la question. Congolo-Congolaise, il y a plus de, c'est vraiment une affaire entre nous quand même, c'est ce qui se passe à l'Est actuellement.
On peut plus jeter la pierre aux autres, dire que non, c'est les voisins, ce sont les voisins, c'est tel pays, mais c'est vraiment entre nous que ça marche pas. Mais il est possible que ce soit une situation congolaise, bien que dans ces genres de situations, il y a toujours des complicités avec l'extérieur du pays. Mais je voudrais rappeler l'un des discours du président Tshisekedi lorsqu'il prenait le pouvoir. Quand il disait qu'aux problèmes africains, des solutions africaines, je pensais que pour lui, ce serait aussi aux problèmes congolais, des solutions congolaises. Mais quand, face à cette situation que l'on voudrait bien dire congolo-congolaise, la solution, c'est la mutualisation des forces avec les armées étrangères, c'est des tables rondes tenues en dehors du territoire national pour aller trouver la solution avec des rebelles. C'est tout ce tâtonnement qui ne peut pas apporter la solution. Les rebelles congolais, justement, c'est ça la solution congolaise. Est-ce que, Madame Anne-Marie Makombo, vous êtes pour quand même ces négociations, des pourparlers quand même entre le gouvernement et des rebelles, des miliciens congolais? Ça peut aider. Pourparler, je ne sais pas ce que vous entendez par pourparler. Pour moi, le pourparler, c'est plutôt que on devrait faire une table ronde pour leur dire ce que dorénavant ils devront faire. Ceux qui sont coupables doivent être chassés de l'armée et être punis. C'est ça. Il n'y a pas à négocier, à dire que il y a des rebelles. Oui, nous quittons, intégrez-nous dans l'armée. Le brassage, le mixage. Non. Là, vraiment, je vais condamner ça haut et fort. Et je crois qu'il n'est pas question de cela. Kabila et le président Fachi l'a déjà dit. Il n'est pas question de cela. Et il a déjà eu à leur dire quand la réunion s'est faite à Nairobi. Il était pas là présentement. Il l'a dit. Il n'est pas question de brassage, il n'est pas question d'intégration. Non, vous quittez, vous rentrez dans la vie civile. On va terminer avec ce sujet parce qu'il y a quand même, on doit parler de la loi électorale, mais rapidement, l'état de siège pour Madame Anne-Marie Makombo n'est pas un échec. Pour vous, Madame Arlette Odia, est-ce un échec? Si ça ne l'était pas, le président n'aurait pas regretté. Qu'est-ce qu'on fait? On a l'impression qu'on a déjà tout essayé. Maintenant, l'état de siège était un peu notre solution ultime. Quelle autre solution le pays a pour arriver à mettre un terme définitif à cette situation d'insécurité? Madame Élisée Odia, on n'a pas tout essayé. On a essayé tout ce que le président Tshisekedi avait prévu. Et qu'est-ce qui nous reste à essayer? Mais sa gibecière a été vidée. Pour lui, la solution, c'était l'état de siège. Au moment où nous disions que l'état de siège ne pouvait pas être vu comme une situation magique pour mettre fin à l'insécurité à l'est du pays. La Constitution de la République est claire. C'est une mesure qui est prise pour permettre à l'autorité de reprendre le contrôle de la situation et d'en avoir la maîtrise. Après avoir pris le contrôle de cette situation, mettre en place des mécanismes pour finir les tueries à l'est du pays. Pour nous, l'échec de l'état de siège est cuisant. Il faut que cet état de siège soit levé. Il faut que les communautés locales soient écoutées, que notre armée soit encore et toujours suffisamment outillée, parce que quand Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, on se souvient bien que l'armée congolaise, elle était parmi les meilleures d'Afrique, je pense 9e ou 10e. Ça veut dire que nous avons suffisamment d'atouts pour mettre fin à l'insécurité à l'est du pays. Mais c'est seulement que les commandants suprêmes semblent être défaillants. C'est ce que nous regrettons. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'on a tout essayé? J'aime bien, nous avons des atouts. Le commandant suprême est défaillant, mais ça date de plus de 2 décennies. Donc nos commandants suprêmes ont été défaillants. Et cette armée qu'on dit qui est au top a toujours été au top. Et la guerre a toujours continué. Voilà. Donc moi je dirais plutôt que cet état de siège a permis de mettre les points sur justement le problème. Et que l'état de siège normalement pour moi doit continuer parce que si nous nous arrêtons cet état de siège, la situation que nous avons connue avant va revenir et en plus fort. Et donc, nous devons continuer cet état de siège
en améliorant, parce que maintenant nous connaissons réellement les problèmes et nous avons le courage de dire haut et fort pourquoi il y a cette tuerie à l'Est. Donc, remédions. Remédier, cela veut dire quoi? L'argent des militaires qui sont au front doit réellement, on doit mettre le mécanisme surveillé pour que l'argent arrive réellement aux militaires. Les militaires ne reçoivent pas leur rémunération, sur le terrain. Ce qui fait que les militaires commettent beaucoup d'exactions sur la population, parce qu'ils n'ont pas de... On voit ça même ici à Kinshasa, quand on avait fait même comment les militaires, même la police du roulage embête, dérange les citoyens, il y a plein de tracasseries, parce que ils estiment que leur solde, ce n'est pas tout à fait ça. Donc, remédier à cela, il faut absolument remédier à cela, et armer, équiper plus cette armée-là. Balayer tous ceux qui ne sont pas des Congolais et tous les traîtres, les balayer et que cette armée soit vraiment une armée propre et qui va réellement faire le travail qu'on lui demande de faire. Vous verrez, comme l'a dit Madame Arlette Odia, nous avons une armée forte. Là, réellement, on verra maintenant la force de cette armée. Parce qu'elle est en ce moment infiltrée de toutes parts, elle n'arrive pas à agir. Elle est en quelque sorte bloquée. Et ça, depuis des années. Depuis des années. Et délibérément, il y a des gens qui ont contribué à cet état de choses. Vous suivez Top Congo FM, c'est l'émission Le Débat au féminin. Nous recevrons Madame Anne-Marie Makombo, présidente interfédérale de la Ligue des Congolais, des démocrates congolais, et Maître Arlette Odia, Séduc PPRD. Il faut vous habituer désormais avec elle. On va parler, on était en train de parler quand même de la situation à l'Est. On parle de la loi électorale. C'était également le jeudi dernier. Presque toutes les innovations contenues dans la proposition de loi de groupe des 13 ont été rejetées. On commençait par la contrainte parité. Là, je regarde les dames. Vous n'avez pas suffisamment fait de bruit quand même, Madame Anne-Marie. Il y aura pas de contrainte parité, sur les listes. Effectivement, je suis restée un peu perplexe quand j'ai entendu ça, qu'il y aura pas de parité, il y aura pas une obligation que nous ayons 50-50 hommes comme candidats, hommes-femmes, 50-50. J'étais restée un peu perplexe, mais j'avoue me poser la question, qu'est-ce qui a animé les députés pour agir ainsi? Je suis dans un parti politique et j'ai constaté effectivement dans les partis politiques, quand nous devons faire la liste des candidats, nous avons un sérieux problème de trouver les candidats femmes. Ça, il faut l'admettre. Et ça, c'est un problème qui se pose, qui se retrouve dans tous les partis politiques. On a des problèmes à trouver des candidates femmes. La majorité des femmes, il faut aussi les comprendre, elles ne sont pas dans les postes de prise de décision. Donc, elles n'ont pas assez les moyens, parce que qui dit élection veut dire des moyens financiers. Et les femmes ne sont pas là-dedans. Et il y a aussi un fait, les femmes ont d'autres priorités. La famille, faire vivre la famille. Ouais, ça, ce sont les arguments qu'elles brandissent pour des postes électifs. Quand il s'agit de postes nominatifs, Madame Anne-Marie, il faut qu'on soit lucide. Quand il s'agit de postes nominatifs, on voit pas les femmes dire que oui, je suis femme, j'ai des enfants, j'ai des justement, le poste nominatif va le faire accéder au poste de prise de décision. Oui, mais que commence par compétir. Le poste de prise de décision va les permettre à vouloir plus tard, à pouvoir postuler à un poste. Non, mais est-ce que c'est le problème? C'est pas que les femmes, elles n'aiment pas se mouiller. Elles n'aiment pas se salir. J'arrivais. Il y a ce problème-là. Et il faut pas nier aussi que les femmes dans les partis politiques ne sont pas très actives. Oui. Non, beaucoup qui sont actifs dans les partis politiques, ce sont les hommes. Ça, il faut... Donc, les députés nationaux ont raison de ne pas mettre cette contrainte. C'est pas ils n'ont pas raison. Moi, je prends, il faut aider la femme. Vous voulez que ce pays avance, nous devons avoir les deux genres
au poste de prise de décision. On a besoin d'avoir la façon de appréhender les choses comme les femmes appréhendent pour que le pays puisse avancer. On peut pas avancer dans ce pays que une partie de la population est sur le trottoir, les autres avancent. La preuve, c'est pour ça que les choses n'avancent pas. Je trouve qu'il fallait faire des mesures positives, discriminatoires positives pour pousser la femme à aller de l'avant, à être dans des postes de prise de décision et à être candidate. Et c'est comme ça, petit à petit, la femme va prendre confiante en elle. Elle sera, elle prendra de l'assurance et les choses vont avancer. Moi, je suis persuadée que la femme congolaise apportera vraiment un plus dans ce pays si on la met au devant de la scène. Mais pourvu que mais il faut l'aider. Bah oui, qu'elle prenne également courage. Mais on a vu. Vous êtes une femme, madame. On est, on s'est tape un peu dessus, on est en train de s'auto-flageller. Mais on salue en passant le courage de la députée nationale, Christelle Vwanga, qui jusqu'au bout a tenu et est en train de plaider. Vraiment, on l'a suivi lors de cette plénière, qui demandait justement à ce qu'il y ait quand même des mesures qui soient prises pour qu'il y ait une plus grande représentativité de la femme. Sinon, pourquoi pas n'est pas à réserver, subventionner quand même ces partis-là qui vont essayer de positionner plus des femmes sur leur liste. Il y a comme ça beaucoup de propositions qui sont faites dans ce sens, mais malheureusement, elle a pas été encouragée, elle a plutôt été un peu huée, et c'est que nous dénonçons également. C'est aussi ça, encourager la femme. À Arlette Audier, on se dit, mais la femme, elle veut qu'on la donne, qu'on puisse tout la donner, elle veut pas travailler. Les députés ont raison, elles sont pas actives dans les partis, elles se cachent derrière les structures de la société civile. Moi, en tout cas, je n'aborde pas les choses de cette manière-là. Je comprends la déception de toutes ces femmes qui ont vu tout simplement leurs conditions être reléguées au second plan. Je salue l'engagement de l'honorable Vwanga. Et pourquoi je dis que je vois les choses autrement? Je demande même à toutes ces femmes de prendre leur mal en patience, parce que tout ce qui est en train d'être fait là, c'est du gaspillage, et en termes d'énergie et en termes de temps. Tout ce qui est fait sans l'opposition et la société civile en matière électorale est à refaire, Madame Odia. S'agissant des questions électorales, il y a 3 parties prenantes à ce processus. Il y a la majorité, l'opposition et la société civile. Il faudrait que toutes ces réformes soient discutées, débattues entre ces 3 parties prenantes. Nous avons aujourd'hui, une majorité qui est hostile au débat, qui nous amène des anomalies. Je vais d'abord vous dire, je vais répondre dans quel cadre ces discussions doivent se faire, mais permettez-moi de résumer tout ce travail de l'Assemblée nationale en 3 anomalies que j'ai pu relever. La première anomalie, c'est que une proposition de loi électorale est toujours l'œuvre de la majorité et elle est amendée par les autres parties prenantes au processus électoral. Le fait déjà que la proposition de loi vienne d'un groupe, on va dire le G13, qui n'est pas opposition, qui n'est pas majorité, c'est ce que j'ai appris. Le fait que ce soit rejeté, mais c'était prévisible. C'est l'inverse qui devrait étonner. J'ai eu à discuter avec l'honorable Délice Sanga dans l'un des forums sur Twitter, où je lui ai fait voir tout simplement qu'il ne ferait pas le poids, quelle que soit sa volonté de bien faire. Mais la politique, c'est aussi cette question-là de poids politique. Deuxième anomalie. La deuxième anomalie, c'est que les débats, ça c'est pour répondre à votre préoccupation, lequel des cadres dans lesquels il fallait engager ce débat, mais c'est en dehors des institutions politiques. Pourquoi? Parce que, comme je venais de le dire, le processus électoral a 3 parties prenantes. La société civile n'est pas au sein de l'Assemblée nationale. L'opposition a des partis qui ont des députés au sein de l'Assemblée nationale et l'opposition extra-parlementaire. Même la majorité, elle a des partis politiques qui ne sont pas représentés au sein de l'Assemblée nationale. C'est avec toute cette classe politique
qu'il faut engager des débats. Donc, il faut noter, Madame Odia, que ces débats se font en dehors des institutions et se formalisent au sein des institutions. Ça, c'est dans un pays anormal. Dans un pays normal, les débats se font dans le cadre institutionnel. Il y a un parlement. C'est plutôt l'inverse. Il y a un parlement, un débat de la loi électorale se fait dans le parlement. C'est l'inverse. C'est l'inverse, je vous dis, Madame Élisée. Ici, il est question des questions politiques. Ces choses se discutent en dehors des institutions et se formalisent au sein des institutions, parce que c'est supposé que ce sont les parties prenantes qui ont chacun donné ses amendements, ses formulations en vue. Il est question d'améliorer le processus électoral et ça ne peut pas être l'apanage simplement de ceux qui ont eu la chance ou la malchance de se retrouver au sein de cette Assemblée nationale. Avec votre troisième anomalie, Madame Anne-Marie, quand vous entendez ça, il faut débattre des questions électorales ou la problématique de la proposition électorale en dehors des institutions. Non, ça doit se faire dans les institutions, donc au Parlement. Le consensus n'y est pas, selon certains. Les députés sont là pour nous représenter. Donc, chaque famille politique discute avec ses députés et ils vont se crêper le chignon au Parlement et la majorité et c'est la majorité qui gagne. Donc les débats doivent se faire au Parlement, au sein du Parlement. Mais là on voit l'absence du FCC, le FCC qui est le parti majoritaire de l'opposition qui siège au Parlement n'est pas là. Est-ce que le consensus n'est pas remis en cause? Ils doivent faire leur devoir. Je me demande pourquoi ils sont pas là. J'ai essayé de m'intéresser à ce cas. Je vois pas quelle est vraiment la raison valable qu'ils puissent brandir pour dire qu'ils se retirent. Vraiment, je ne comprends pas. Si ce n'est que faire retarder les choses parce qu'il y a des agendas cachés, ça vraiment, je me dis, c'est vraiment la politique à la congolaise. Hein. On a toujours des agendas cachés et voilà quoi. Donc moi, je ne vois pas quelle est la raison qui peut les pousser à sortir du Parlement. Ouais, il n'y a pas de raison valable. Mais quand on a vu quand même la méthode un peu spéciale mise en place par le président de l'Assemblée nationale, la loi n'est pas tout de suite allée à la commission PAG, mais il y a eu une commission spéciale qui a été mise en place. La dite commission a pratiquement rejeté la quasi-totalité des innovations. Par exemple, on aura toujours des suppléants qui seront les enfants, les veuves. C'est ça, voilà pourquoi on demande. Là, effectivement. Enfants, mari. Là, je suis pas pour, mais si ça passe, on devra s'y faire tous, parce que je me dis, mais quels sont ces députés qui ont eu le courage de se mettre du haut de la tribune de l'Assemblée nationale pour défendre de telles aberrations, à confirmer, dire que non, moi, si je meurs, ma famille va perdre. Mais on est là, bon sang, quelle éthique ils ont pour avoir le courage de prononcer ces genres de raisonnements du haut de la tribune du Parlement. Ils sont pas là pour travailler pour leur famille, ils sont là pour travailler pour le peuple congolais. Là, effectivement, j'étais choquée. J'étais vraiment choquée. Au moins, ils ont été sincères, ce député. Oui. Qui ont dit ça. Ils ont été sincères. La famille qui va venir, est-ce qu'il a l'esprit politique? Mais quand vous dépensez trop, quand c'est vous qui donnez, quand c'est vous qui cotisez, quand c'est votre famille qui est le grand perdant dans cette aventure, la famille d'abord aussi. Ah non, je suis désolée. Vous faites ça pour le pays, pour la population congolaise. Arlette Odia, sur les 18 innovations de groupe de 13, seuls 4 ont été peut-être retenus, mais réécrits. 14 autres ont été rejetés. On se dit, on aurait pu garder la loi passée, hein. On aurait gagné en temps, hein. Oui, personnellement, moi, je suis pas étonnée de la manière dont les choses se passent. Et aujourd'hui, ceux qui dirigent viennent fraîchement de l'opposition, n'est-ce pas? Ça donne quelquefois l'impression qu'ils sont de bonne foi, qu'ils le font les choses telles que ça devrait l'être. Il arrivera un moment où les gens comprendront exactement de quelle manière la République doit fonctionner. Et cette façon de faire fonctionner la République, je regrette parce que ça nous fait tous perdre quelque chose. Nous serons toujours en train de tarder là où on devrait déjà évoluer.
C'est pas comme ça qu'on devrait aborder cette question. L'opposition devait être face à la majorité avec la société civile et chacune donner. Nous avions reproché quelque chose au précédent processus électoral, mais c'était maintenant l'occasion pour chaque camp politique de revenir sur les failles des précédents processus électoraux. Et vous pensez que ça n'a pas été fait dans le cadre de cette proposition de loi sous examen? Pas du tout. Ça n'a pas été fait. Et comment ça pouvait être fait quand vous-même, dans votre question, vous évoquez que l'opposition ne participe pas à ce débat? Nous sommes dans des débats. Est-ce qu'on va parler des débats parce que c'est une famille politique qui est en train de faire ces échanges? C'est ce qui est regrettable. On n'a pas de doute que tout ce qui est fait sans l'opposition et la société civile dans le cadre du processus électoral est à refaire et ça va se refaire. Non, mais ça risque, il y a une autre option, ça va s'imposer à tous. C'est une question de conviction. On fait allusion au fameux dialogue qu'on veut absolument avoir. Et moi, toute cette discussion me fait penser au voleur qui a peur d'être volé à son tour. Donc, c'est ça vraiment, le voleur qui a peur d'être volé. À l'époque, toute cette méthode qu'on est en train de recuser maintenant, l'actuelle majorité a appris ça de l'opposition actuelle qui appliquait ça. Voilà, tout à fait. Ils disent mais tiens, ça leur a réussi. Bon, allons un peu dans ce sens-là. Hein. Et donc voilà quoi, le voleur qui a peur d'être volé à son tour. Rapidement, le voleur qui a peur d'être volé, madame Arlette. Rapidement, une minute. Vraiment une minute. Lorsque un acteur politique dit ne pas vouloir le dialogue, moi, je me pose beaucoup de questions. Nous sommes dans un État démocratique. Il faut que les dialogues soient permanents. Et maintenant, quand ces gens veulent vous faire croire que le dialogue devrait aboutir au partage du pouvoir, c'est parce qu'ils ne savent pas le sens d'un cahier des charges. Mais quand un dialogue est lancé, le cahier des charges est annoncé bien avant, on vient parler des élections. Non. Si vous avez face à vous une opposition qui veut parler partage de pouvoir, mais c'est en ce moment qu'elle sera mise à nu et que tous les Congolais vont voir que voilà, l'opposition veut du partage du pouvoir. Quand on n'a même pas encore fixé ses coûts à les cahiers des charges, qu'est-ce que nous voulons poursuivre? C'est quand même aberrant que certains viennent vous dire pas de dialogue parce que ça va aboutir au partage du pouvoir, encore que vous savez que l'opposition, aussi bien celle conduite par Joseph Kabila que par Martin Fayulu, n'a pas intérêt à partager le pouvoir avec vous. Le dialogue veut tout simplement dire on veut remettre en question tout le mécanisme qu'on a mis en place pour absolument respecter la date constitutionnelle des élections. Nous allons discuter des points qui va faire retarder maintenant les élections. Si on retarde les élections, cela veut dire, ah non, vous pouvez pas passer comme ça vous-même, non? Remettons tout à zéro, partageons-nous le pouvoir. Ça fait depuis un moment, je suis en politique dans ce pays, je sais, c'est ça qui va se passer. On cherche tout simplement un partage de pouvoir. Et partage du gâteau. C'est vraiment, moi, Madame Odia, est-ce que vous vous souvenez? C'est le partage du gâteau qu'on cherche. On veut reculer la date des élections, aller maintenant au dialogue. Le dialogue, il y a ça qui n'est pas fait, il y a ça qui n'était pas bien fait, il faut reprendre tout ça. Donc reprendre tout ça veut dire, mais non, nous ne saurons pas respecter la date que la Constitution nous impose pour organiser les élections. Donc comme nous ne saurons pas respecter, donc on va pousser les élections. Non, comme vous poussez les élections, non, nous devons maintenant... Ça, c'est la méthode de l'opposition d'hier. Ensemble. C'est la méthode de l'opposition d'hier. Mais vous êtes convaincu que l'opposition d'aujourd'hui ne fonctionne pas comme l'opposition d'hier. On a donné un exemple, celui des marches pacifiques. L'opposition d'aujourd'hui. Et j'aime bien le problème des marches pacifiques. Le problème des marches pacifiques, comme c'était le cas hier. Du pouvoir actuel. Et on dit maintenant non, c'est parce que nos militants sont disciplinés. On ne veut pas reconnaître que le pouvoir actuel organise bien les marches pour qu'il n'y ait pas de grabuge, pour qu'il n'y ait pas de mort, pour qu'il n'y ait pas de désordre. Non, maintenant l'opposition se bombe le torse en disant c'est parce que nos militants sont ordonnés. Allez. Dans ce propos, il n'y a pas de sincérité. Il n'y a pas de sincérité dans ce propos. Vous allez faire nous, il faut que le débat se tienne. Il faut que la loi électorale soit soumise
débat. On vous dit qu'il n'y avait pas eu débat, mais comment est-ce que la CENI a pu être mise en place? Il y avait une commission au sein de laquelle il y avait l'opposition, il y avait la majorité, et on a dégagé des solutions. C'est au moment de la mise en place de ce qui avait été décidé que vous avez claqué la porte. Vous ne voulez plus vous mettre ensemble avec l'opposition. C'est regrettable. On va très bientôt, on va terminer en Mofessi, c'est presque vers la fin. Vous suivez le débat au féminin sur Top Congo FM. Nous recevons Anne-Marie Makombo de la LIDEC, une union sacrée, et Maître Arlette Odia, c'est du PPRD, de l'opposition. Très rapidement, on n'a dit pas de contraintes, c'est vraiment la fin. Il y aura pas de parité, on le sait dans la loi électorale, mais on a assisté à l'élection des 3 femmes à la tête de 3 provinces du pays. C'est une bonne avancée. Il y a de l'espoir, Madame Anne-Marie Makombo. Il y a de l'espoir, nous applaudissons, il y a vraiment de l'espoir. Et j'espère que nous allons toujours avancer dans ce sens, mais il faut quand même déplorer la façon dont les gouverneurs sont élus. C'est une affaire de grands moyens, de l'argent, de corruption, voilà. Vous avez vraiment dit le mot, c'est vraiment la corruption en plein. Donc, il faut changer absolument le mode de vote des gouverneurs. Ça a été refusé, hein, madame? Oui, malheureusement, ça a été refusé. Et malheureusement, c'est dans la Constitution. C'est dans des candidats. Oui, voilà. Mais ça n'a pas été voulu, en fait. Même le parrainage, je n'étais pas pour. Moi, je n'étais pas pour. Nous avons discuté de ça dans nos groupes de femmes. Je n'étais pas pour. Le parrainage allait toujours pousser à la corruption. Pour moi, il faut revoir la loi électorale et la Constitution. L'élection des gouverneurs et des sénateurs doivent se passer au suffrage universel pour éviter la corruption. Non, on espère que ça fera pas l'objet des discussions au niveau de la commission PAG ou dans le dialogue. Mais en tout cas, je regarde Maître Arlette Odia, qui prend le dialogue. On se dit 3 femmes déjà à la tête de 3 provinces du pays. Il n'y en avait aucune en 2019. Pas autant également à l'époque de Joseph Kabila quand même. Bon, là, donc ça va, c'est un progrès à l'époque de Joseph Kabila. 3 femmes gouverneurs. Moi, je ne vois malheureusement pas les choses de cette manière-là parce que on ne parlait pas encore de parité, mais déjà à cette époque, Catherine Zouzouan-Bombo a accédé aux plus hautes fonctions. Moi, je pense qu'on peut ne pas mettre cet accent sur la parité, mais quand les femmes sont engagées, elles vont y arriver. Je trouve ça, c'est pas pour moi une priorité. Pour moi, la priorité, c'est organiser l'État. Donner cette culture du respect des principes, du respect des lois de la République. Vous verrez que même cette question de parité, elle va se régler de soi parce que bien avant nous, avant que l'on parle de parité, il y a déjà des femmes qui ont marqué l'histoire et du monde et de l'Afrique et de la RDC. Les élections, vous savez que ça, ce n'était pas des élections. Encore une fois, les élections, elles mettent toujours en présence l'opposition et la majorité. C'était toujours le cas quand Joseph Kabila était au pouvoir. On aurait bien voulu que ce soit le cas. En ce moment, bien au contraire, c'est la corruption et c'est toutes les autres antivaleurs qui ont pris de l'ascenseur. Nous les regrettons. Mais il faudrait que ceux qui pensent que les choses sont correctement faites, nous allons ensemble observer. Dans 2, 3 ans, dans 5 ans, on comprendra que l'UDPS et l'Union sacrée n'étaient venus que détruire le pays. C'était le mot de la fin de Madame Odia. Votre mot de la fin, l'UDPS et l'Union sacrée. Moi, je parlerais plutôt les élections des femmes. Pour que les choses changent, il faut justement, moi, je pense que les femmes doivent accéder au maximum au poste de prise de décision. Le genre femme, le genre féminin a une autre façon de voir les choses. Et je ne dis pas que toutes les femmes, elles sont des saintes, elles sont des femmes intègres, mais la grande majorité des femmes, nous avons cette tendance-là à être intègres. Et c'est en accédant au poste de prise de décision que les choses vont commencer à changer. En attendant, les femmes, engagez-vous, quittez la société civile et venez dans les partis politiques. Engagez-vous et soyez actifs. En tout cas, nous avons tenu à rendre hommage à 3 dames. En tout cas, ces 3 femmes élues gouverneurs. Rita Bola dans le Maïndombe, Julie Ngongwa dans le Tanganyika et Isabelle Yumba Kalinga dans le Olomami. On espère en avoir plus, à condition que les femmes s'engagent vraiment activement
dans la politique et dans les partis politiques. Mesdames, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce fut un plaisir. L'invitation de Top Congo. On se dit au revoir. À très, très bientôt. Je remercie toute l'équipe technique, Patrick Ngongo, piloté avec, sous la supervision de Miguel Mena. Merci à Didi Binsika, à Dani Zayoubi. Merci à toute l'équipe technique de Top Congo. On se dit au revoir. À très, très bientôt pour un autre numéro de votre émission de débat au féminin. Surtout, n'oubliez pas que ça se passe entre femmes, mais ça n'a rien de sexiste. À très bientôt. Au regard du constat que le président de la République fait de FRDC, l'état de siège est-il un échec? Y a-t-il une autre solution pour imposer la paix à l'est du pays? Élection 2023, 12 des 18 innovations de la proposition de loi de G13 a été rejetée. De bon augure pour les élections transparentes en 2023. Le débat au féminin reçoit ce samedi 13h30 après les infos Madame Anne-Marie Makombo, présidente interfédérale de la LIDEC, et Maître Arlette Odia, CEDU PPRD.